En fait, ça a commencé, d'abord, l'intérêt portait sur les publications des années 70 qui parlent d'aires de jeu. En fait, j'avais découvert quelques exemplaires de publications sur fabriquer soi-même son aire de jeu. Il y avait un ouvrage publié en 70 au MIT par Paul Hogan, Le graphisme magnifique. Et puis j'ai découvert d'autres livres sur les aires de jeu lors d'un voyage en Inde, à Calcutta. Je suis tombé dans une librairie sur des ouvrages sur fabriquer son aire de jeu soi-même. Et je pensais que c'était un ouvrage qui datait des années 70-80. Je m'étais dit, mais maintenant on ne peut plus faire des aires de jeu soi-même en Europe. Et puis en fait, c'était un ouvrage qui datait de la fin des années 90, début des années 2000. Et le papier était juste très abîmé à cause de la mousson. Et du coup, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser à ces idées d'aires de jeu, à regarder, à glaner à droite, à gauche. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'artistes contemporains qui avaient fait des aires de jeu dans les années 70. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai discuté avec Sophie Auger, ça a donné lieu à une première exposition. Donc, en fait, les expositions qui avaient été organisées en 2010, donc la première exposition ici à Vélizy, et la deuxième au Centre d'art du quartier à Quimper, ça avait été un espèce de premier défrichage sur la question de aires de jeu faites par des artistes. Et du coup, il y avait eu les deux expositions, la publication, et puis ça avait posé plus de questions que ça n'avait résolu celles que j'avais pu me poser. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de traditions sur l'histoire des aires de jeu, les aires de jeu inventées par des artistes, une nouvelle génération, en fait, une nouvelle génération de concepteurs d'aires de jeu à la fin des années 70, et puis une espèce de tradition off de l'aire de jeu qui est l'Adventure Playground, et j'arrivais mal à articuler tout ça avec le dispositif standard des aires de jeu qui regroupe un bac à sable, un toboggan, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que je n'arrivais pas beaucoup à m'expliquer, donc depuis, bon, je travaille un peu plus sur la question, parce que je prépare une thèse sur la question, et du coup, voilà, en fait, c'était plutôt parce que il s'est trouvé qu'il y avait énormément de matière, que ça croisait un certain nombre de questions d'art contemporain, la question de la participation dans les années 50, certaines choses de l'esthétique relationnelle des années 90, et puis avec le renouveau de la question de ce que l'on appelle maintenant la radical pedagogy, la question de l'educational turn, des questions qui se posent maintenant dans l'art contemporain. Alors je suis parti là-bas pour continuer mes recherches, parce que en fait je me suis rendu compte que le premier artiste à avoir pensé qu'un artiste pouvait faire une aire de jeu, c'était Isamu Noguchi. Et Isamu Noguchi a dessiné à la fin des années 30 des éléments d'aire de jeu, et puis il a fait un certain nombre de projets absolument fabuleux d'aire de jeu complètement réinventés, complètement repensés, en particulier un projet avec l'architecte moderniste Louis Kahn, qui n'a pas vu le jour, et en fait, aucun des projets qu'il a réalisés n'ont vu le jour à New York. Donc en fait, j'avais une aide du CNAP, une aide à la théorie, donc je suis allé à New York, je suis allé dans les archives du musée Noguchi, et je me suis rendu compte que, enfin chose que c'est pas moi qui s'en rendu compte puisque tout le monde le sait, que la première aire de jeu que Noguchi a pu réaliser, c'est en 65 à Kodomo no Kuni à Yokohama. En fait, donc c'était assez surprenant que cet artiste, donc qui est à la fois américain et japonais, qui a passé plus de temps, enfin, dont la reconnaissance est faite aux États-Unis, n'a pas réussi à réaliser d'aires de jeu pendant plus de 20 ans à New York. Et pendant qu'il n'arrivait pas à réaliser ces aires de jeu, en fait, les maquettes ont été exposées au MoMA, et la presse rendait compte de ses plans. Parce qu'en fait, ça a duré 15 ans, le temps qu'il ne puisse pas faire l'aire de jeu. C'est une espèce de série avec des épisodes et des péripéties que la presse relatait, et ça a énormément influencé une jeune génération de concepteurs d'aires de jeu que je suis allé interviewer aussi, des gens comme Richard Dattner, Paul Friedberg, qui à l'époque avaient 25 ans, et qui eux ont dessiné les premières aires de jeu complètement renouvelées en fait. Donc en fait, le paradoxe c'est que Noguchi a complètement repensé les aires de jeu, il n'a pas pu en réaliser aux États-Unis, mais il a influencé toute la nouvelle génération de concepteurs d'aires de jeu, qui eux ont publié des livres sur le design des aires de jeu, qui ont essaimé dans le monde entier en fait. Et je me posais la question de qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu, donc j'ai compris pourquoi, pour les questions administratives, il n'a pas pu les réaliser à New York. Par contre, je commençais à me demander comment est-ce qu'il a fait ça au Japon, comment ça se fait que ce soit au Japon que ça se soit fait. En même temps, j'avais découvert le travail de Mitsuru Senda, qui est un concepteur d'aires de jeu japonais, qui n'a jamais réalisé des choses en dehors de l'Asie, puisqu'il a réalisé un certain nombre
de parcs pour enfants en Chine également, et puis des stades. Et puis Mitsuru Senda a fait énormément d'aires de jeu au Japon en fait. Et du coup, j'ai voulu aller faire... donc j'ai présenté un projet pour la Villa Kujoyama. L'idée c'était de voir qu'est-ce qu'il en était du travail de Mitsuru Senda et du travail de Noguchi, sachant que les deux avaient un lien indirect, c'est-à-dire que Mitsuru Senda, qui est né en 1941, c'était sa première expérience professionnelle, il a travaillé sur Kodomo no Kuni. C'était l'assistant de Kiyonori Kikutake, un des architectes métabolistes qui ont réalisé un certain nombre de bâtiments dans le parc Kodomo no Kuni. Et Mitsuru Senda a vu Noguchi en train de réaliser le jeu qui existe toujours en 6 mois, La Montagne. Et je m'étais posé aussi la question de savoir s'il y avait eu une rencontre entre Noguchi, donc Mitsuru Senda était très jeune puisque c'était l'assistant de Kikutake, mais je me suis posé la question de savoir est-ce que Noguchi et les métabolistes, est-ce qu'il y a eu un contact entre deux générations d'artistes, architectes japonais, sachant que Noguchi avait une compréhension moderniste du sens des formes, et que les métabolistes, eux, ont un sens, une compréhension... Enfin, voyons. Les métabolistes font appel à une autre métaphore biologique pour penser leur construction. Et je me posais la question de savoir est-ce qu'ils s'étaient rencontrés, est-ce qu'il y avait des liens, est-ce qu'il y avait eu une transmission d'une certaine manière. Le fait est qu'il n'y a pas eu de transmission du tout. Les métabolistes, en fait, Kodomo no Kuni est un parc donc, qui a été créé en 1965, et les jeunes métabolistes ont fait chacun un bâtiment. Quasiment tous ont été détruits depuis, et puis c'était un espèce d'exercice pour eux avant qu'ils ne fassent des grands pavillons de l'exposition universelle de 1970 à Osaka. Et du coup c'était ça mon projet, c'était voilà, Mitsuru Senda et Isamu Noguchi. Et quand je suis arrivé au Japon, pourtant j'avais vécu un peu, mais c'était 15 ans auparavant, en fait je suis arrivé à la Villa Kujoyama et je me rends compte qu'il y a des aires de jeu absolument partout. Absolument partout. Et avec des éléments stéréotypés, tous identiques, donc là j'ai dû faire un peu marche arrière. Et du coup, tout mon séjour a consisté, en plus de rencontrer Mitsuru Senda, de faire des recherches autour des métabolistes, a consisté à comprendre comment s'organisent ces aires de jeu qui couvrent toute la ville. Alors, en fait, il y a une particularité à Kodomo no Kuni, ce parc. Le parc a été inauguré en 1965 et c'est à ce moment-là que le Japon a déclaré officiellement qu'il était sorti de la période de reconstruction. Donc ça m'a assez frappé que pour affirmer de façon officielle que les périodes de reconstruction sont finies, on va créer un parc pour la jeunesse et pour l'enfance. Donc en fait, le parc a été financé par l'argent que les Japonais avaient envoyé spontanément pour le mariage de l'empereur, qui avait eu lieu en 1959, et il a été inauguré 6 ans après, en 1965. Et en fait, le parc a été construit sur un terrain militaire, un terrain qui appartenait à l'armée impériale pendant la guerre, qui est un terrain vallonné. Toute la région du Yokohama est une région de collines, et en fait, dans les collines étaient creusés des lieux de stockage pour les armes et pour les munitions. Et tous les Japonais le connaissent parce qu'en fait, il y a des adolescents qui ont perdu la vie en manipulant des munitions. Et tous les ans, c'est rappelé aux informations l'anniversaire du parc Kodomo no Kuni et le fait que c'était un terrain militaire. Et en fait, ce terrain militaire de l'armée impériale a été occupé par l'armée américaine, qui a occupé le Japon pendant quand même assez longtemps après la fin de la guerre. Et du coup, ça a été aussi un moyen pour le gouvernement japonais de se réapproprier ce terrain. Donc d'une certaine manière, le fait que les aires de jeu soient liées à cette catastrophe possible, ça résonnait avec la configuration spatiale du parc Kodomo no Kuni, qui à l'origine était un terrain militaire. Et on voit encore des traces de ce passé militaire à Kodomo no Kuni, parce qu'il y a toujours les grandes portes dans lesquelles les armes étaient stockées. J'ai gardé ce modèle en tête, le modèle de la porte, parce que à Vélizy Villa Coublé, il y a 2 espaces, il y a la rue traversante et la galerie qui est partagée par une porte. Donc dans la rue traversante sont présentées des œuvres qui renvoient à la question de la forme de l'aire de jeu. Donc la pièce la plus imposante, c'est donc une œuvre, enfin c'est une aire de jeu qui est devenue une œuvre, puisqu'on ne peut pas y jouer puisqu'elle ne correspond plus aux standards de sécurité japonais ni même français. Donc c'est la pièce Panel Tunnel de Mitsuru Senda, qui date de 1976, qui nous a autorisé à reproduire et qui va rejoindre la collection du FRAC
grand large Hauts-de-France. Le passage dans l'espace de la galerie se fait par la porte, donc c'est comme si on avait accès à une partie impensée ou non immédiate, un sens caché des aires de jeu, avec là des œuvres d'artistes qui parlent plus ou moins directement de la question des aires de jeu ou la question de l'enfance au Japon.